Les casse-cou, chapitre 8. Bien qu'il fasse beau et chaud en ce samedi matin, je suis nerveux dès le réveil. Contrôle-toi, que je me dis. C'est une journée parfaite et ceci est notre dernier coup. Ce soir, nous allons célébrer. Mais en marchant vers le pont, je n'arrive pas à relaxer les muscles de mon visage ni à détendre mes épaules. Depuis mon accident, je suis capable de prédire le cours de la journée aussitôt réveillée. Au début d'une bonne journée, je ressens comme un courant électrique dans ma jambe gauche. Et je sais que ce ne sera pas une bonne journée lorsqu'une douleur sourde me parcourt la jambe. Andrew m'a dit que cette jambe a perdu beaucoup de terminaisons nerveuses. Mais on dirait que lorsqu'elle a perdu son emploi pour la marche, ma jambe a décidé de se recycler dans la clairvoyance. J'ai appris à l'écouter. Ce matin, je l'ai écoutée très attentivement. Mais, chose étrange, je n'ai rien ressenti. Elle a refusé de me dire comment j'allais m'en sortir. Comme si elle avait remis sa démission. J'arrive au pont à 9 heures. Aucun signe de vie, sauf quelques sans-abri qui dorment dans de vieux sacs de couchage. Je ne savais pas que Peaver avait aussi des sans-abri. J'imagine que le pont les protège contre les intempéries. Je regarde vers le haut. Des corneilles battent des ailes et se posent juste au-dessus de nous, nous épiant comme des gargouilles. Je m'arrête plus loin, lorsque je ne sens plus l'odeur qui se dégage du campement, et j'observe le pont au-dessus de moi, loin au-dessus de moi. Si un gars monte sur les épaules d'un autre, il peut atteindre la poutre près du premier pilier. Mais la berge descend abruptement vers le lac, là où le pont surplombe l'eau. Les poutres sont à presque 40 pieds au-dessus, à peu près la hauteur d'un édifice de 4 étages. Si un gars tombe à l'eau de cette hauteur, il peut se blesser sérieusement. J'examine les longues poutres d'acier qui courent horizontalement entre les supports en forme de V. Elles vibrent chaque fois qu'un camion traverse le pont. « Mets-toi à cheval sur la poutre, me dis-je, et place tes mains devant toi, comme un cow-boy sur le pommeau de la selle. Penche-toi, mets ton poids sur tes mains, lève tes fesses et avance. Fais attention de ne pas te balancer de gauche à droite, parce que si tu es décentré, tu ne pourras pas t'empêcher de tomber. Il faut 2 jambes pour maintenir l'équilibre lorsque les 2 mains sont occupées. Je devrais me contenter d'une seule. Je regarde en direction de l'eau, je l'examine attentivement. Ma poitrine se serre, j'ai le souffle court. Il y a une ombre, une roche submergée à 50 pieds du bord, juste en dessous de la poutre. Il n'est pas question de tomber là. Des cris, des rires et des sifflements attirent mon attention. Je me retourne. 3 sauvages s'en viennent. Je me cache rapidement derrière un pilier. Ils s'approchent des sans-abri en s'esclaffant. Puis, ils se mettent à lancer des cailloux aux dormeurs, ce qui a pour effet de les faire lever plutôt rapidement. « Hé, réveillez-vous les gars! Nous allons vous donner un spectacle, dit Dexter. « Qu'est-ce que tu fais là » demande un des vagabonds. « Préparez-vous à voir tout un spectacle. Vous voyez ces poutres là-haut? Nous allons grimper jusque-là. Je gage que vous n'avez jamais rien vu de pareil. Debout, les gars !» Il leur donne des coups de pied jusqu'à ce qu'ils soient tous assis. Leurs yeux s'habituent mal à la lumière crue du matin. Dwayne, portant un petit sac à dos, atteint la poutre avec l'aide de ses compagnons. Ensuite, Roy se place sur les épaules de Dexter, tandis que Dwayne lui tend la main pour l'aider à monter. Dexter, lui, recrute 2 des sans-abri pour l'aider à monter. Avec force, beuglements et cris de triomphe, les sauvages enjambent la poutre et commencent à ramper. Personne ne m'a encore vu. Je regarde derrière moi dans l'espoir de voir arriver les casse-cou. Les sauvages sont en train de nous battre sous mes yeux. Les casse-cou auraient dû planifier une rencontre au lever du soleil. Dwayne arrive à l'intervalle et attache sa corde à la poutre. Lui, il réussira, me dis-je, mais les autres gars ne sont pas assez forts. Je regarde de la berge rocheuse sous l'intervalle. La falaise forme à mi-hauteur une corniche de quelques pieds de largeur couverte de rocailles avant de redescendre vers l'eau. Je m'imagine un gars qui tombe de 20 pieds sur cette corniche. Il pourrait poursuivre sa chute et se retrouver dans le lac. Ce serait sérieux, très sérieux. Quelqu'un va se blesser. Je n'ai pas besoin d'une jambe clairvoyante pour le deviner. Les sans-abri sont maintenant debout. Ils protègent leurs yeux avec leurs mains tandis qu'ils regardent, bouche bée, la progression des sauvages. Je sors de derrière le pilier et attrape leur sac de couchage. « Les gars, j'emprunte vos sacs pour 1 minute, dis-je. » Je cours tant bien que mal vers la berge et laisse tomber les sacs sur la corniche sous l'intervalle. C'est loin d'être un trampoline, mais ça me rassure un peu. Ces sauvages sont des imbéciles. « Hé, qu'est-ce que tu fais avec nos sacs » demandent les vagabonds sans agressivité. Dwayne m'aperçoit. « Kip, hé les gars, si ce n'est pas un casse-cou, tout seul, venu voir le spectacle. Et il vole les sacs de vagabonds en plus. » Dwayne abandonne le projet. « Vous allez vous faire mal. »« Kip, de quel bord es-tu » crie une voix fâchée derrière moi.
Je me retourne et aperçois Fraser. « Hé, les sauvages !» crie Dwayne à ses copains. « Nous avons maintenant tous les casse-cous comme spectateurs. C'est bien triste pour vous, les gars, mais nous sommes les vainqueurs. On se revoit de l'autre côté !» nous crie-t-il à Fraser et moi, au moment où Vlad et Caleb nous rejoignent. Il vérifie l'ancrage de sa corde et me fait un clin d'œil. « Fraser, dis-je, sans quitter Dwayne des yeux, je suis arrivé pendant qu'il grimpait. Roy et Dexter ne sont pas assez forts pour franchir l'intervalle. Ils vont se faire mal. Ce sont des idiots, dit Vlad. Ils ne vont pas y arriver. Ouais, ajoute Fraser, ça ne compte pas s'ils n'y arrivent pas tous. On peut commencer à grimper une fois que l'un d'eux sera tombé et que Dwayne aura abandonné. Caleb reste bouche bée, et moi aussi. Peu importe à Fraser et Vlad que quelqu'un se blesse. Nous regardons Dwayne qui se balance sur sa corde comme un gorille sur une liane. Il attrape la poutre suivante de ses grosses mains et se soulève à l'aide de ses gros biceps. Il est bâti comme un défenseur de football. Il pousse un cri de triomphe et lance la corde à ses copains. « J'y vais !» crie Roy au moment où il attrape la corde. « Roy, ne fais pas ça !» ne puis-je m'empêcher de crier. Mon équipe, Fraser, Vlad et Caleb me dévisagent. Roy éclate d'un rire haut perché, me regarde dans les yeux et s'élance au bout de la corde. Il passe proche de s'assommer sur la poutre. Il cherche une prise. Puis ses yeux s'écarquillent et il tombe comme une roche. Il atterrit sur la pile de sacs de couchage et se met à rouler vers l'eau. Heureusement, il s'arrête avant d'y arriver. Il s'assoit et se tient la tête, d'où coule un filet de sang. Il a le bas des jambes qui saigne aussi. Si sa chute n'avait pas été amortie par les sacs, il aurait des blessures pires que des coupures. Je descends et je vois qu'il est seulement abasourdi. Enfonçant ma canne dans le gravier, je remonte la pente avec des sacs de couchage éparpillés pour sa chute et les replace sur la corniche. Je recule juste à temps pour éviter d'être frappé par un second corps en chute libre. Dexter se relève et donne des coups de pied dans la falaise. Il me menace de son poing. « C'est ta faute !» crie-t-il. « Tu nous as distraits !» Je secoue la tête, comme si je ne venais pas de lui éviter une mort presque certaine. Plus haut sur la berge, les vagabonds que les sauvages ont réveillés applaudissent et poussent des cris d'encouragement. J'aperçois en haut Dwayne qui balance la tête tristement. Sous le pont, Fraser et Vlad me lancent des regards haineux. « Pourquoi ? À cause des sacs de couchage ?» Caleb s'éloigne. « Traître !» crient Fraser et Vlad. « Continue !» crient les vagabonds à Dwayne, pendant que celui-ci installe une corde pour revenir. « Peureux !» crie-t-il. Il ramasse des cailloux et s'apprête à les lancer dans sa direction. « Hé !» dit Dexter, lançant à son tour des cailloux au vagabond. « Il faut que ce gars-là redescende, dis-je au vagabond, ignorant les regards furieux de mes coéquipiers. Soudainement, c'est à moi que les vagabonds lancent des cailloux, et mes coéquipiers disparaissent. C'est alors que j'entends les sirènes. « La police !» Après 5 secondes, tout le monde a déguerpi. Ma canne passe à l'action. Je suis déjà loin et je marche tranquillement quand les voitures de police arrivent. Lorsque je me retourne, je vois Dwayne toucher terre. Il réussit à distancer un agent qui le poursuit. Tout à coup, la réalité me frappe. Les casse-cous, aussi bien que les sauvages, sont maintenant mes ennemis.